Reprise récemment par le fonds d'investissement Connect Invest, Méthoplast, dédié au développement et à la production de PLV, monte en gamme avec un positionnement innovant sur du mobilier commercial high-tech. Avec un outil de production réparti entre Gémenos et Shanghai, cette PME régionale créée en 1980 mise sur l'avenir en travaillant aussi sur de nouveaux matériaux comme les meubles connectés et interactifs. C'est avec sa cellule de recherche et développement intégrée à la structure que Méthoplast se donne toutes les chances d'affirmer sur le long terme sa volonté de performance. Voilà, Méthoplast. Marc Ligonèche qui est avec nous, donc chef d'entreprise à Gémenos. Une question, Marc Ligonèche. J'ai vu dans le film, si j'ai bien compris, que vous fabriquez une partie de votre production en Pologne et que vous avez une usine en Chine. Vous êtes une PME ou vous n'êtes pas une PME? Et pourquoi vous fabriquez 150 salariés en Chine, 35 à Gémenos? J'aimerais comprendre pourquoi vous ne les mettez pas à Gémenos, les 150 salariés. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est une raison assez commune à pas mal de PME de la région, enfin pas mal de PME françaises, c'est le coût du travail évidemment, qui est bien plus élevé en France qu'il ne l'est en Pologne et en Chine, même si sur la Chine la tendance est en train de s'inverser un petit peu. La deuxième, c'est que nos clients ont fait un peu comme font les équipementiers automobiles qui suivent les constructeurs. On suit nos clients sur leur marché. Et aujourd'hui, la Chine, c'est le plus gros marché intérieur du monde pour nos clients. Nos clients, c'est L'Oréal, c'est l'Occitane. Et donc, on produit pour eux sur place pour approvisionner toute l'Asie. Alors le côté très positif, ça veut dire que une PME n'a peur de rien. C'est-à-dire qu'aller conquérir un marché, avoir une usine en Chine, c'est effectivement à la portée d'une PME locale, innovante et performante. Oui, tout à l'heure, vous l'avez dit, on a repris la société il y a maintenant 1 an et demi avec un fonds d'investissement qui s'appelle Connect Invest, qui est spécialisé dans le capital transmission dans la région. Et ce fonds, clairement, c'était un des atouts de la société qui permet de miser sur des pays en fort développement. Aujourd'hui, les marchés ils sont en Asie, ils sont en Amérique du Sud, ils sont maintenant aux États-Unis qui reprend des taux de croissance importants. Donc il faut de l'adaptabilité, mais on reste quand même... nos clients sont français. L'Oréal, donc on reste proche de nos clients en localisant toute la matière grise de Méthoplast à Gémenos, en localisant toute la partie innovante aussi. Donc on travaille sur des résines où on vient d'obtenir un crédit de la BPI pour développer des résines innovantes dans le mobilier de magasin. On travaille toute notre conception, notre R&D, notre matière grise est localisée ici. Mais on peut difficilement produire. On a un site de production, mais le gros de notre production est quand même réalisé à l'étranger. Alors vous le disiez tout à l'heure, vous avez eu un mode, d'accès assez original au capital, pour l'augmentation de votre capital. Vous pouvez nous raconter? C'est parce que c'est aussi un peu un parcours du combattant, ça. Oui, je pense que le capital transmission aujourd'hui est un sujet qui est pas forcément très facilité, d'une part pour des raisons fiscales, parce que les cédants sont extrêmement taxés, et d'autre part parce qu'il est difficile de mettre en relation des entrepreneurs en relation avec des petites PME de la région, qui sont quand même le nerf économique de notre région. Et quand on arrive à la période où le dirigeant souhaite sortir pour partir à la retraite,
Dans des petites sociétés, beaucoup du savoir, de l'histoire, de l'entreprise part. Donc il faut avoir des structures qui sont assez opérationnelles, comme Connect Invest, qui aide les repreneurs sur les parties opérationnelles, en contrôle de gestion, en RH, etc. Qui est un fonds composé également d'entrepreneurs. Donc qui permettent d'avoir un petit miroir de réflexion au quotidien. Donc ça, c'est un sujet qui est quand même difficile. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu Connect Invest, peut-être que Métoplast n'aurait pas été reprise parce que dossier compliqué, petite société avec une grosse partie en Chine, des sous-traitants, de la sous-traitance en Pologne. Vrai sujet d'actualité, parce qu'on sait qu'il y a tous les entrepreneurs du baby-boom qui, aujourd'hui, ont envie de partir à la retraite, ou sont en train de le faire, et sont en train de vendre leur entreprise. Et il y a des entreprises qui ne vont pas retrouver d'entrepreneurs, pas parce qu'elles ne sont pas performantes, ou pas parce qu'elles ne sont pas rentables, simplement parce qu'il y a le montage financier qui ne peut pas se faire. Oui, et puis que tous les fonds d'investissement ne s'intéressent pas forcément à des petites sociétés qui font moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'elles ne vont pas déployer tout un attirail juridique pour structurer un deal, qu'elles ne vont pas aller chercher du financement haut de bilan. Donc voilà, il est important d'arriver à faire ce lien, et c'est bien que dans la région, c'est la Caisse d'épargne qui est actionnaire majoritaire de ce fonds, il y ait des entités comme ça qui sont là pour maintenir le savoir-faire et les belles PME de la région, dans la région. Merci au passage pour la publicité pour votre banquier. Marc Ligonnèche, on peut vous applaudir. Belle réussite. Allez, maintenant je vous propose de partir faire un voyage dans le fond des océans. On va partir à 2000 mètres de profondeur pour explorer les océans avec la société AXA. Et vous allez voir, ça n'a rien à voir avec une grande compagnie d'assurance bien connue. AXA est une société à très fort contenu technologique, innovante et différenciante. Spécialiste dans la détection acoustique et la robotique, elle s'est lancée dans un projet de réalisation de sous-marins légers qui devrait révolutionner l'exploration profonde des océans. Développé à l'aide de technologies embarquées très novatrices, le projet, qui répond au nom de Sea Explorer, est capable d'accomplir des prélèvements d'échantillons d'une grande précision par 2000 mètres de profondeur. Toujours à la pointe, AXA a été primé en 2014 au concours mondial de l'innovation avec le FROV pour sa technologie en matière de fibre optique et haut débit. Alors, donc AXA, c'est Marc Boissé qui est chef d'entreprise. On l'a vu là en surimpression, 3 millions d'euros d'investissement pour une PME. Je crois que c'est à peu près, Marc Boissé, l'équivalent de votre chiffre d'affaires que vous avez investi dans le projet là. Oui, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ce que l'on fait en chiffre d'affaires, mais c'est à peu près ce que ça a coûté effectivement le développement d'un produit comme celui-ci. Comment on fait pour faire de la marge entre les deux? C'est une équation très compliquée à résoudre, parce qu'on a eu évidemment un certain nombre de subventions au départ pour lancer le produit, mais une fois que vous avez fait un prototype, l'aventure n'est absolument pas finie, il faut l'industrialiser. L'industrialiser, c'est très long. Un engin comme celui-ci qui navigue tout seul pendant 2 mois dans l'eau, mais il faut le mettre à l'eau. Il y a beaucoup d'ennuis techniques qu'il faut résoudre progressivement, et il n'y a qu'avec l'expérience à la mer qu'on arrive à le faire. Voilà. Il faut qu'on s'attarde un peu, parce que ce que vous avez là, mesdames, messieurs, devant les yeux, c'est une première mondiale. C'est-à-dire que c'est un sous-marin vous avez reçu le prix mondial de l'innovation, il faut le dire. Et deuxièmement, je crois que la technique est totalement innovante. C'est-à-dire que là, on est sur un prototype mondial et sur une technologie complètement d'avant-garde. Oui, alors on est sur une technologie... on n'est pas tout à fait les seuls au monde. On est les seuls au monde, sauf les Américains. Bon, oui, j'ai essayé de faire un peu de promo, mais oui, bon, vous êtes beaucoup plus objectifs. Eux, ils ne fonctionnent pas tout à fait comme nous. Les Américains ont été subventionnés par le ministère de la Défense américaine. Dès qu'ils ont réussi à en faire un, le ministère de la Navy américaine en a acheté 150, et ça aide évidemment au démarrage. Nous, on s'est débrouillés avec les moyens du bord. Personne ne nous a acheté notre premier, ni nos 150 premiers, on ne les a pas encore vendus.
mais c'est en bonne voie. Alors, vous disiez, mon souci, c'est souvent effectivement d'avoir des marges insuffisantes. Donc là aussi, vous êtes sur de la grosse matière grise dans votre personnel. C'est que des ingénieurs, c'est que des chercheurs. Vous m'avez dit, le problème, c'est que manifestement, j'ai pas suffisamment de marge pour recruter de nouveaux ingénieurs. Et ceux que j'ai, ils sont proches du burn-out. Vous voyez, c'est ça? C'est ce qui se passe? Oui, absolument. Je pense que le véritable problème d'une société comme AXA, qui fait la conception de ces produits, on les assemble nous-mêmes, on les fabrique nous-mêmes, c'est qu'il n'est pas normal qu'une société, donc comme celle-ci, qui fait quand même 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec des ingénieurs, toute une équipe qui est à fond, je veux dire, en termes de travail, d'avoir un résultat à la fin de l'année qui, en gros, est fait par le crédit impôt recherche. Oui, c'est pas normal. Moi, je dis que c'est pas normal, c'est notre gros problème. Donc, une rentabilité qui est insuffisante, avec les conséquences évidentes que cela a, c'est-à-dire que ça nous met à risque surtout. Il suffit qu'il y ait un développement qui soit un peu en retard, voilà. Un client qui passe sa commande un peu en retard, et on passe très vite dans le rouge. Et avec aussi peu de marge de manœuvre, il faut continuer à développer des produits comme celui-ci. Ces produits ne se vendent malheureusement pas en France, ou très peu, ils se vendent à l'international, donc il faut faire de la prospection internationale, et tout ça coûte évidemment de l'argent. Donc la conséquence, parce qu'on y arrive au bout du compte, on y arrive toujours, la conséquence c'est qu'on est obligé de jouer sur la seule variable qui nous est possible, c'est-à-dire maîtriser totalement la masse salariale et mettre tous nos gens à 150% de leur capacité. Donc on leur impose de faire 36 choses à la fois, à toute allure, de travailler, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et il faudrait que je recrute 2 ingénieurs pour faire le boulot de tous les jours. 2 ingénieurs de plus, on est 20 dans la société, ça n'est pas possible. Et malgré tout ça, vous avez reçu le prix mondial de l'innovation. Applaudissements pour M. Marc Boissé. Jean-Luc Chauvin, ces témoignages, ils sont effectivement révélateurs. On ne les a pas choisis certes au hasard, mais on voit un coût du travail trop élevé, une législation sociale souvent qui est pas adaptée. Tout ça, quand même, c'est pas nouveau. Moi, j'ai l'impression d'entendre ça depuis 15 ans. Ça veut dire quoi? Rien ne bouge, vous n'arrivez pas à faire bouger les lignes, vous n'arrivez pas à convaincre les gens qui font les lois dans ce pays pour libérer... Il y a une fatalité à ce que les entreprises soient toujours aussi empêchées qu'elles le sont de grandir? D'abord, félicitations à ces 4 pépites qu'on met à l'honneur ce soir, quelle que soit leur problématique, mais globalement, on met à l'honneur l'ensemble des entrepreneurs. Tous les entrepreneurs se reconnaîtront dans les problématiques des entreprises que l'on vient d'évoquer ce soir, mais là, la chance, c'est que ce sont des leaders mondiaux, des spécialistes, des PME, et je vais faire la boucle avec tout à l'heure, des PME ou des TPE, qui travaillent pour des grands groupes, qui travaillent avec des grands groupes et qui fonctionnent. Ça prouve bien qu'on est tous dans cet état d'esprit, cette logique de PME. Imaginons simplement quelques instants si ces entreprises, si pour ces entreprises tous les verrous sautaient. Qu'est-ce qu'elles pourraient développer, qu'est-ce qu'elles pourraient créer comme emploi supplémentaire, comme marché supplémentaire, comme croissance supplémentaire, comme business supplémentaire, mais donc au fond comme valeur de plus pour ce pays. Voilà, c'est ça c'est l'exemple même. On disait tout à l'heure du sac de cailloux qu'on porte dans le dos, c'est une expression favorite de Pierre. Alors je ne dis pas sac de pierre, mais du sac de cailloux que les entrepreneurs portent dans le dos, tous les jours au quotidien, et on arrive à réussir. On a des superbes exemples, mais on voit que c'est fragile. Mais on voit que s'il n'y a pas la bonne solution de financement, Dieu merci, il y en a d'autres sur le territoire qui peuvent nous aider à y arriver, des banquiers agiles par exemple, d'autres fonds qui existent, qui sont là, qui connaissent le monde d'entreprise. Si on n'a pas des solutions, on restreint. Enfin, c'est quand même hallucinant d'entendre l'exemple de Peggy. Elle ne peut pas prendre certains marchés parce qu'elle n'arrive pas à pouvoir faire travailler ses collaborateurs en face avec ses clients qui sont à l'autre bout du monde. C'est juste déprimant pour un entrepreneur. C'est juste l'inverse de ce que l'on fait quand on est entrepreneur. On se bat pour gagner, pour avancer, pour créer, pour développer. Et là, on est limité. Et le temps passé avec les réglementations, les problèmes de foncier. Bref, on fait tout sauf notre vrai métier, celui de développer notre entreprise et donc l'économie de notre territoire. Donc ça, c'est très vrai. Alors, une petite note. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est d'optimisme. J'avais prévu de dire d'optimisme, mais je ne sais pas si c'est d'optimisme. Le gouvernement semble en tout cas avoir pris conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas bien et qu'il y a une réalité qu'il faut faire venir et fait des annonces. Mais enfin, franchement, aujourd'hui, ce n'est pas des annonces dont on a besoin. Nous, on veut des actes. La situation est urgente. On ne peut plus attendre. Même les pépites, même celles qui fonctionnent bien, vous disent que c'est compliqué. Imaginez celles qui sont dans un marché qui est plus contraint, qui est plus difficile, qui est plus compliqué. Comment peuvent-elles s'en sortir? Nous, on a besoin des actes. Il faut aller plus vite, il faut aller plus loin,
est plus fort que ce qui a été annoncé, et tout de suite. C'est maintenant qu'on a. Alors, tapette pas trop fort, parce que Cassez le podium. ne vous mettez pas en colère, M. Chauvin, parce que vous allez casser la table. D'ailleurs, vous êtes mis un peu en colère dans l'opinion, j'ai vu. Hein. J'ai le journal, vous dites qui veut la peau des PME françaises, dans le journal qui est paru aujourd'hui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire vous pensez que vraiment il y a un dessein contre les PME? On est contre les entrepreneurs en France? Franchement, vous avez dit tout à l'heure, ça fait 15 ans que j'entends les mêmes sujets. Ça fait pas 15 ans, ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans que chaque fois on nous en rajoute un peu. Moi, je suis jeune, un petit peu là, un petit peu ici, un petit peu là-bas. Les PME, les entreprises françaises, elles ont beau être agiles, mais on n'en peut plus. C'est bon, on n'en peut plus. D'ailleurs, les chiffres ne trompent pas. On est en train de nous expliquer que ce n'est pas possible par rapport au coût de travail de produire ici. Donc on prend des sous-traitants dans d'autres pays, alors en Roumanie, voilà, mais aussi en Chine. Alors ça ne correspond pas au marché, on l'explique, on suit, mais le client principal, celui pour lequel on travaille, il est ici. Et si on avait ces possibilités, je ne dis pas de comparer avec la Chine, mais qui est un pays émergent et pour lequel les choses sont en train d'évoluer, ça nous a été dit, mais au moins avec nos voisins européens, si on avait la possibilité de se bagarrer dans les mêmes conditions, on pourrait avancer. Il y a un exemple qui a été évoqué, c'est la fiscalité de la transmission, l'ISF sur les dirigeants d'entreprise. Pourquoi on n'a pas de grandes ETI? Pourquoi on n'a pas des familles entrepreneuriales, ou pas suffisamment, parce qu'on en a, Dieu merci, quelques-unes. Pourquoi on n'a pas suffisamment de familles entrepreneuriales dans ce pays qui font les ETI comme en Allemagne? Parce qu'on a un certain nombre de difficultés d'origine, dans la conception même. Donc il faut que ça change. Et effectivement, je pense qu'il est temps de pousser un cri de colère, parce que ça fait très longtemps qu'on se bat pour faire changer les choses. On a eu un espoir avec les annonces lors des vœux, avec les changements du gouvernement, et je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je vais laisser Pierre en parler. On y a cru. On est en train de se dire, attends, on y a cru à quoi? Est-ce que c'est un pacte de dupes? Est-ce que c'est un vrai pacte? Où on en est? Qu'est-ce qu'on fait? 6 mois après, il n'y a toujours rien. Et comment vous voulez qu'on travaille? Nous, on a besoin de confiance. Sur le terrain, ici, à l'UPE, vous avez décidé de mettre l'accent très fort sur cet aspect des PME, d'accompagnement des PME. Oui, on a décidé de mettre l'accent très fort sur cet accompagnement des PME, parce que c'est les difficultés du quotidien. Moi, je voudrais juste revenir sur 2-3 notions simples. Il ne faut pas oublier que c'est les entreprises qui créent l'emploi. Notre combat, il est pour l'emploi. C'est le combat de tout le monde dans ce pays. Mais bon Dieu de merde, excusez-moi, mais aidez-nous à réussir. Il se met en colère. Lâchez-nous un peu des éléments. Il faut bien qu'on y arrive. Si on libère les entreprises, on libère le travail. Si on libère le travail, on libère l'emploi. On va libérer le pouvoir d'achat et on va libérer la croissance. Ça, c'est le cercle vertueux dans lequel il faut rentrer. Voilà, c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. Alors à UPE 13, de façon pragmatique, bien sûr qu'on va se battre pour aider, on l'a vu dans le film, on va se battre pour aider les entreprises, on essaie de proposer une solution à Peggy comme on va essayer de proposer d'autres. On fait des clubs de financement, on pousse des entrepreneurs qui ont réussi à se regrouper pour faire des fonds d'investissement, pour faire de la transmission, on va chercher les banquiers, bien sûr qu'on se bat, tout ça, mais on se bat contre tous les problèmes. Problèmes de financement, de fonds propres, de complexité, de réglementaire, administratif, de normes, problématiques de recrutement. Bon, ok. Alors, on lance un dispositif. Qui s'appelle Priorité PME. Ce dispositif, qu'est-ce que c'est? C'est uniquement fédérer tous les acteurs. Les fédérations professionnelles, les groupements d'entreprises, les pôles d'activité, les CCI. C'est travailler ensemble pour faire en sorte qu'en allant tous dans le même sens, on puisse aider nos PME. Très bien. C'est indispensable. Mais si on nous facilitait un peu la vie, ça serait vraiment top. Alors, vous avez confié, si j'ose dire, la tâche à un de vos vice-présidents, c'est Christian Malater. On va l'écouter tout de suite. On est allé lui tendre un micro et on regarde tout de suite ça en image. Christian Malater. « 80% de nos adhérents à l'UPE 13 sont des TPE-PME. 97% des entreprises du 13 ont moins de 20 salariés. Aujourd'hui, l'UPE 13, c'est son ADN, les TPE-PME. Nous nous devons donc de mettre un plan pour les aider dans cette période difficile. Aujourd'hui, nous avons décidé, sur les 2 années à venir, de nous engager fortement auprès des TPE-PME. Évidemment, ce plan TPE-PME, nous allons le mettre en place avec les pôles d'activité, avec les fédérations, et nous allons avoir des relais sur le terrain dans chaque territoire pour nous aider à faire remonter les problématiques de nos TPE-PME. Voilà, tous PME. On va applaudir très fort nos 4 PMistes qui sont là. On les remercie beaucoup. Merci à vous 4. On l'a dit, les PME, c'est les entreprises
petite PME deviendra grande si on la libère, effectivement, et elle va créer de l'emploi. Et l'emploi, c'est un sujet sur lequel on va maintenant s'attarder un petit peu, puisque c'est d'ailleurs un des grands objectifs du MEDEF national, avec l'opération 1 million d'emplois. C'est possible, et on accueille tout de suite Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président du MEDEF. Geoffroy Roux de Bézieux. Alors, le sujet 1 million d'emplois, c'est vrai que ça a créé un certain nombre d'interrogations. Je vous propose tout de suite de voir en image cet objectif, cette opération 1 million d'emplois. C'est possible avec M. Geoffroy Roux de Bézieux et Jean-Luc qui reste avec nous. Créer 1 million d'emplois supplémentaires en 5 ans, c'est possible.